Azur toussa tandis que le sable et la poussière irritaient ses muqueuses. La foule de soldats et de scientifiques semblait désorganisée et désorientée par la soudaine action d'Orvin qui n'offrait à présent son attention qu'à Titien et son monstre. Le fait d'avoir perdu Armorga paraissait l'avoir mis hors de lui, ce que la jeune femme avait pu sentir en voyant son regard, proche de celui qui lui avait lancé la veille quand il l'avait giflé. L'homme était clairement blessé dans son orgueil, mais elle s'en désintéressa, profitant de la cohue pour appuyer sur le bouton de la balle de K. Sa robe se souleva de ses genoux quand la petite créature bleue apparut sous elle, et K se débattit un instant avec le tissu avant de sortir la tête en se frottant les yeux à cause de la tempête de sable. Il sembla perdu pendant une seconde jusqu'à ce que son regard croise celui d'Azur et qu'il ne se jette sur elle en piaillant de joie. Avec ses bras attachés dans son dos, l'adolescente ne put le réceptionner et elle bascula sur le dos face à l'excès d'enthousiasme du monstre. « Moi aussi tu m'as manqué, mais calme-toi, c'est pas le moment pour les papouilles !» K pencha la tête sur le côté de manière interrogative, assis sur le buste de sa maîtresse. Celle-ci gigota pour le faire descendre et lui présenta ses liens de manière équivoque. Le monstre bleu sautilla quelques instants en claquant des mâchoires avant de trancher les menottes de corde d'un coup de dent assuré. Azur émit un soupir de soulagement en se massant les poignets et en attrapant K au vol lorsque celui-ci lui sauta dans les bras. Elle se protégea ensuite le visage du sable volant avec son avant-bras, cherchant à percer l'opacité ambiante du regard. « On doit trouver Dorian !» Kinogasa semblait particulièrement affecté par la tempête de sable qui irritait ses muqueuses, d'autant plus que celle-ci semblait plus forte à proximité de Bangiras. Titien, pour sa part, n'était pas moins décontenancé par ce qu'il se passait. Orvin n'avait invoqué que très rarement ce monstre par le passé, et il pouvait littéralement compter sur les doigts de la main le nombre d'occurrences de cet événement. Un seul doigt suffisait cependant à compter le nombre de fois où il avait vu cette technique, et c'était à cet instant précis. Kinokoko, reste en mouvement tant que tu le vois pas. Le monstre champignon obtempéra, se mettant à se mouvoir de manière aléatoire pour potentiellement minimiser la facilité de le toucher. Le sol trembla alors et Kinogasa ne perçut qu'au dernier moment la masse de Bangiras qui traversait la chape de poussière. La patte griffue trancha sa chair de manière superficielle tandis qu'il bondissait en arrière, ripostant en projetant sa propre patte à l'aveugle. Il ne toucha rien mais sentit une vive douleur quand la mâchoire de Bangiras se referma sur son piston tendineux. Il n'eut cependant pas le temps de crier car son corps fut tiré dans la tempête quand, d'un mouvement de la nuque, le monstre d'Orvin le projeta dans les airs sans effort. Agile et preste, Kinogasa parvint encore une fois à se réceptionner sur ses pattes arrière en évitant l'impact avec le sol, mais ce dernier se fissura alors sous lui et la faille naissante le força à bondir pour ne pas chuter. Il fut accueilli en plein vol par un rocher qui le fracassa à terre dans une explosion de débris. La tempête de sable sembla alors se calmer quand le monstre de plante blessé tenta de se sortir des gravats en tremblant sur ses appuis. Il fut ramené au sol sans ménagement par la lourde patte de Bangiras qui s'écrasa sur son dos en fracturant la roche sous lui. À présent que la poussière et le vent s'étaient atténués, la scène était visible de Titien et Orvin, et ce dernier observa le duo de monstres immobiles avec un regard froid et neutre. « Achève-le !» La mâchoire de Bangiras se referma sur la nuque de Kinogasa, ne rencontrant aucune forme de résistance quand sa victime vaincue se changea en un faisceau rouge avant d'être rappelé dans sa balle au dernier moment. Le regard de Titien avait troqué sa bonhomie par une mine sombre arborant de fait une certaine forme de détermination. « On dirait que j'ai enfin réussi à te rendre sérieux. » J'ai toujours été sérieux, c'est fou cette réputation que je me tape. « Si tu le dis, ton destin restera inchangé et funeste. » Bangiras se tourna vers Titien, le fixant comme un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Mais le déserteur décrocha une autre sphère à sa ceinture avant d'invoquer Mizugoro. Le monstre aquatique apparut et la tempête se renforça à nouveau légèrement en réaction, mais cette fois-ci le monstre de Titien ne sembla pas incommodé le moins du monde. La roche et la terre ne sont pas un problème pour Mizugoro. Il adore la boue et le sable depuis qu'il est tout petit. Orvin fit un geste excédé de la main et les volets de poussière inutiles se dispersèrent fortement, sans pour autant disparaître. Cela arracha un sourire à Titien. Tu ne te laisses pas avoir, tu veux quand même profiter du couvert de la poussière, hein ? L'inverse serait stupide, cette créature est de toute évidence liée à l'eau. Même un enfant sait que les monstres de roche comme Bangiras y sont faibles. Cool, ça veut dire que j'ai l'avantage. En théorie, mais c'est la pratique qui fera foi. Le sol se mit à trembler et Titien manqua presque de perdre l'équilibre en se rattrapant à Mizugoro à côté de lui pour rester debout. Le pendentif d'Orvin, qui jusque-là ne semblait être qu'une simple parure, se mit à luire de plus en plus intensément, provoquant des soubresauts chez Bangiras.
Son corps de pierre se fractura et sembla soumis à une intense pression interne, tandis que sa masse augmentait et que ses argots minéraux doublaient de taille dans son dos, passant de simples épines dorsales à de gigantesques crêtes de pierre. Tian força un sourire malaisé et bafouilla à Mizugoro. Je crois qu'on a un problème, mon vieux. La montagne se fractura encore plus et le ciel commença à s'obscurcir sous le regard impuissant de Magenta, Beryl et Auréline. Cela faisait de nombreuses longues minutes que Bistre avait disparu dans les méandres de l'usine d'Enerquartz. L'effort était de constater que malgré ses paroles rassurantes, les choses ne faisaient qu'empirer. Mugendina menaçait d'apparaître d'un instant à l'autre. « Qu'est-ce qu'on va faire si votre vieux échoue? Bachamo est encore affaibli à cause du piège de Galen. » Il y eut un craquement venant confirmer les craintes d'Auréline quand un rocher de la taille d'une maison se fracassa sur le bouclier de Sir Knight. Cette dernière semblait à bout de force après avoir étendu sa protection sur une plus large zone afin d'éviter que les éboulements ne touchent la ville derrière eux, Beryl se chargeant d'inciter les habitants à fuir avec l'aide des quelques soldats restants. « Bistre va réussir, j'en suis sûr. » Le regard de Magenta était déterminé et fixé sur la montagne. Ses yeux s'écarquillèrent cependant d'incrédulité quand il vit le sommet brisé mettre une raie de lumière violacée vers le ciel, pourfendant les nuages telle une lance. Les flancs de la montagne grondèrent, parcourus d'arcs électriques pourpres et de décharges d'énergie qui mirent encore plus à mal le bouclier de Sir Knight qui posa genou à terre. Beryl accourut alors vers son monstre pour la soutenir en panique. « Ah, ça ne tiendra plus très longtemps, il faut s'enfuir !» Bistre a dit qu'on devait combattre cette chose si elle apparaissait. Tu veux faire ça avec quoi, gamin? Ton lézard? Les seuls monstres de haut niveau à notre disposition sont Bachamo et ce Sir Knight, et ils sont tous les deux épuisés. Auréline s'interrompit dans son invective pour tourner son regard éberlué vers le ciel. Les nuages s'étaient mis à s'assombrir en tourbillonnant comme pris dans l'orbite de la montagne, et la lumière du soleil sembla mourir, remplacée par une obscurité parcourue de volutes pourpres et rosaces, s'étendant à des dizaines de kilomètres à la ronde jusqu'à l'horizon. Dans toutes les villes de Galar, la population estomaquée et inquiète leva les yeux au ciel, constatant avec effroi la disparition du soleil. En plusieurs endroits, le sol se fractura, laissant sortir de terre des cristaux et des failles pulsantes d'une énergie opalescente. Les monstres sauvages, proches de ces manifestations, réagirent en devenant plus agressifs, et certains d'entre eux semblèrent même changer de taille et de forme contre leur volonté, s'imposant à leurs semblables dans des carnages sanglants et des orgies de violence. À Shyster, les choses étaient encore plus marquées. Des fissures à flanc de montagne jaillirent des cristaux de la taille d'un immeuble, tels autant de pieux menaçants. Le sommet acheva alors de se briser dans une explosion, quand 5 doigts griffus enveloppés de volutes opaliennes apparurent avant d'agripper la bordure du cratère, signalant à l'assemblée les proportions colossales de ceux qui s'apprêtaient à en sortir. Titian observait Bangiras, tendu et inquiet, tandis que celui-ci achevait sa méga-évolution. Mais alors même que la transformation arrivait à son terme, le sol ne cessa pas de trembler, et la luminosité ambiante parut baisser tout d'un coup, interpellant le déserteur. Le personnel de Fondrive, désorienté par la récente technique de Bangiras, avait stoppé tout mouvement et toute rumeur, rendu confus par l'étrangeté de ce qui arrivait. Dorian profita de cette confusion générale pour accourir auprès d'Azur que l'affaiblissement de la tempête de poussière lui avait permis de repérer. « Azur, tu vas bien ?» Celle-ci ne lui répondit pas. Elle fixait le ciel, la bouche partiellement ouverte, imitée par K. Dorian leva à son tour les yeux et un frisson le parcourut quand il constata que la nuit semblait être tombée, alors qu'ils étaient pourtant en plein milieu de l'après-midi. À quelque distance d'eux, même Orvin, pourtant toujours calme et composé, sembla en proie à un doute croissant. Il plissa les yeux alors qu'il scrutait la voûte céleste, se striant d'éclairs violacés au milieu de l'obscurité croissante. Loin de là, dans une forêt isolée au sud de Greenbury, une stèle usée par le temps trembla légèrement, comme prise d'un soubresaut, et sa sculpture de pierre représentant une épée croisant un bouclier se fendit dans un craquement, accompagné par l'écho lointain d'un hurlement lupin.